Bonjour à tous, je suis Emmanuel Grenier, donc je suis un ancien journaliste, mais comme j'ai animé par le passé des tables rondes pour sur le climat, on m'a demandé d'animer cette table ronde d'aujourd'hui. Et je suis ravi de le faire. D'abord parce que je m'intéresse au climat, puisque je suis sur le climat depuis très longtemps. Et ensuite parce que c'est un sujet que je suis de loin, où il y a beaucoup de choses qu'on voit passer et beaucoup de contradictions, donc c'est intéressant de les mettre sur la table. Bon, tout à l'heure, Marie Dufunier nous a montré que l'agriculture doit affronter beaucoup de défis, et on a bien compris que le changement climatique n'était que l'un d'entre eux. Alors, on va justement essayer de se recentrer sur la question du changement climatique et de voir en quoi il peut aggraver certains défis que l'agriculture connaît, mais on ne va pas parler de tous les défis de l'agriculture, parce que ça serait trop vaste. Alors, quelques mots pour présenter nos intervenants. Je commence par mon voisin de droite, donc monsieur Bruno Parmentier, ingénieur des mines et économiste. Vous allez dire qu'est-ce qui vient parler d'agriculture, mais il a dirigé pendant 10 ans l'école supérieure d'agriculture d'Angers, dont il m'a dit que c'était la plus grande de France, avec 3000 étudiants. Et c'est aujourd'hui un conférencier professionnel, donc il a écrit de nombreux livres, il a un blog qui s'appelle nourrirmanger.com, et donc voilà, il est intarissable sur ces sujets qui le passionnent. J'essaierai de le canaliser un petit peu, parce que j'ai vu à la table que c'était pas facile. Alors, monsieur Renaudot, lui, c'est un vrai agriculteur. Il est installé à Saint-Rémy. Il a une exploitation de polyculture. Il fait notamment du foin de luzerne pour alimenter les chèvres qui, dans les Deux-Sèvres, font ce délicieux fromage que nous apprécions tous. Enfin, ceux qui aiment le chèvre. Il a aussi des fonctions institutionnelles. Il préside la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Et surtout, il nous intéresse beaucoup aujourd'hui parce qu'il est en charge du dossier énergie-climat à la réunion des chambres d'agriculture. Voilà. Alors je vais commencer par vous parce que je crois que vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu à l'instant. Merci, bonjour à tous. Oui, suite à l'intervention de M. Dufunier, j'aurais quelques compléments à donner, et, notamment sur la méthanisation, parce que c'est vrai que c'est une activité qui démarre depuis peu dans notre pays, qui a démarré bien plus tôt chez nos voisins allemands, et avec un modèle d'alimentation, parce que vous avez effectivement critiqué l'alimentation des méthaniseurs dans certaines régions, mais le modèle qui s'est développé très fortement en Allemagne, et je vais aller très vite, il était basé sur les effluents d'élevage, mais il y avait la possibilité de mettre des cultures, et ce qui pouvait être une continuité d'une exploitation agricole est devenu une rente dans le pays, c'est-à-dire que les gens ont arrêté l'élevage et ont fait de la méthanisation avec des cultures, que ce soit du seigle, du triticale et du maïs seul. Donc quand la France a fait le choix de la méthanisation et de développer la méthanisation, parce que c'est là aussi comment être plus autonome sur notre production de gaz, parce qu'aujourd'hui en France, du gaz renouvelable, il y en a très peu, enfin, par la méthanisation, c'est la voie la plus conséquente. La méthanisation agricole, il y a eu des garde-fous qui ont été mis en France, et c'était par les rachats de tarifs au départ, avec des primes, et pour inciter à ce qu'il y ait le maximum d'effluents d'élevage. Et le garde-fou, il a été mis sur les cultures dédiées à 15%, vous l'avez cité, mais ça, ce 15%, il peut être utilisé par un certain nombre de méthaniseurs, mais il ne l'est pas par la majorité. Parce qu'il faut les effluents d'élevage, et ça a été un handicap au départ de la filière française. Elle a mis beaucoup de temps à se mettre en route, parce que le matériel était identique, alors que ce soit du matériel, il y avait peu de matériel français, la filière était naissante, il y avait beaucoup de matériel qui était utilisé notamment en Allemagne, et le fait de mettre des effluents d'élevage, c'est moins méthanogène, il y a beaucoup de corps étrangers, et ça a eu beaucoup de casse au départ.
Depuis, la filière s'est améliorée et pour que la méthanisation fonctionne, et vous l'avez pu le voir hier, il faut de l'énergie. Alors ça peut être les cibles, ça a été évoqué aussi, les cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Et aujourd'hui, on a je dirais en France, on a une filière mature de ce côté-là. L'autre élément aussi, le point positif de la méthanisation, c'est que ça permet, et la méthanisation, j'allais dire collective, 5, 10, 15 agriculteurs sur un territoire, dans un rayon d'action pas trop important parce qu'il faut l'approvisionner, ça permet donc de transformer les effluents. Ça a un impact très important, c'est que ça enlève l'odeur et on produit du gaz. Alors il peut être transformé en électricité, il peut être réinjecté directement et le produit qui reste, ça s'appelle du digestat, et le digestat a une valorisation beaucoup plus intéressante que les fumiers ou lisiers d'origine. Ils sont apportés sur les cultures comme des engrais au moment le plus près de l'utilisation des engrais. Et tous ceux qui ont de la méthanisation aujourd'hui voient leur facture d'engrais réduite par la valorisation. Alors oui, il y a moins de carbone dans les sols, mais par les cives qui sont développées aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a les racines, il y a les bases tiges, enfin le chaud qu'on appelle, tout ça est retourné au sol malgré tout. Donc c'est ce que je voulais intervenir. Et puis derrière ça, c'est aussi recréer, parce qu'on le voit sur la méthanisation, on le voit sur beaucoup de projets, c'est aussi recréer du lien avec le territoire. Que ce soit les collectivités, que ce soit les citoyens, il faut que sur ces différents projets, tout soit travaillé en termes de communication en amont pour intégrer l'agriculture sur le territoire. Et c'est une façon de répondre aussi. Et puis dans les années qui viennent, les collectivités auront aussi à gérer la gestion des déchets, que ce soit des cantines et autres. Et là aussi, la méthanisation peut être aussi créer du lien, c'est que l'agriculture apporte une solution aux problèmes du territoire. Merci. Bruno Parmentier, vous vouliez répondre aussi? Sur ce que dit Marc, je suis d'accord. Non, sur ce que dit Marc, je suis d'accord, j'ai rien à ajouter. On va embrayer. C'est pas la première fois que je lui succède et en général, je suis d'accord. Sur les trucs, j'aime parfois pas, mais pour tout le reste, je suis entièrement d'accord. Ça va pas être drôle si vous êtes tout le temps d'accord. Bon, on a parlé, moi j'étais pas là, je suis désolé, j'ai raté l'essentiel de la conférence de cette semaine, puisque je travaillais. Je crois que vous avez parlé de l'adaptation du régime alimentaire pour le changement climatique. J'avais envie de vous interroger tous les deux là-dessus, pour savoir comment vous voyez les choses. Il y a certaines organisations écologistes qui sont assez radicales, comme Greenpeace, qui disent qu'il faudrait arriver à un régime où on a 220 grammes, je crois, de viande par semaine, par personne, pour répondre au défi du changement climatique. Parce que la viande, c'est l'ennemi en termes d'émissions. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette estimation et si vous avez des alternatives pour l'adaptation au régime alimentaire. On commence par vous. Alors, ok. Les Français émettent beaucoup de gaz à effet de serre. 12 tonnes, si j'ai bien compris, d'équivalent par an et par personne. Parmi ces 12 tonnes, 2 tonnes et demie viennent de l'assiette. Donc, il n'y a pas que ça, enfin, c'est pas rien, 2 tonnes et demie. Donc, on est bien obligé de regarder qu'est-ce qu'on fait pour diminuer ces 2 tonnes et demie. Et donc, c'est une des rares choses où chaque Français peut intervenir. Parce que c'est vachement bien de dire il y a les méchants, les multinationales, tout ça, Carrefour et tout, enfin, à la fin des fins, qui est-ce qui fait le menu, qui est-ce qui fait les courses? Et donc la question « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» c'est une question à laquelle chacun des Français répond. Et c'est pas du tout pareil suivant ce qu'on mange. Le légume, arrivé hors saison, arrivé du Kenya par avion, c'est 20 fois plus de gaz à effet de serre que la carotte du coin, de saison. Mais le veau qui accompagne ces carottes, c'est 90 fois plus de gaz à effet de serre que les carottes. Donc, à l'évidence, quand on mange beaucoup de produits concentrés, évidemment, on émet plus de gaz à effet de serre. Or, tous les produits animaux, comme l'a dit Marc, sont des produits concentrés.
les animaux, ils mangent comme nous. Alors bon, il y a les ruminants et les autres, mais le poulet, il mange exactement comme nous, hein. C'est pas cuisiné pareil. Mais c'est la même chose, le poulet, il mange du blé, du soja, du colza, voilà. Bon, et donc, mais évidemment, on mange des animaux à sang chaud. Ben, une bonne partie du maïs et du soja que mange le poulet, c'est pour se chauffer. Ben, pendant ce temps-là, il ne fait pas de viande. Puis ensuite, ben, il fait les plumes, il fait les becs, les os, les trucs, les machins, et à la fin, de temps en temps, il fait un blanc de poulet. Donc en fait, c'est une opération désastreuse du point de vue économique de manger des végétaux par l'intermédiaire des animaux. Alors les animaux les meilleurs, si j'ose dire, c'est les poulets, 3-4 pour 1, le cochon 5-6 pour 1, le bœuf 12 pour 1. Alors c'est vrai que si on mange moins de viande rouge, on va quand même manger moins de végétaux, puisqu'on mange... Quand le paysan chinois qui mangeait du riz devient ouvrier et qui met une aile de poulet dans son riz, il mange toujours le riz et il mange tout ce qu'a mangé le poulet qu'il mange. Donc c'est évidemment beaucoup plus. Bon, et pour situer en gros les chiffres, un végétarien, ça mange 200 kg de céréales par an, un carnivore mange toujours à peu près 200 kg de céréales, plus 600 kg qu'ont mangé les animaux qui mangent. Donc quand on passe de végétarien à carnivore, on multiplie par 4, ça monte ça sur la planète. Et moi je vous parle de centaines de millions de Chinois, de centaines de millions d'Indiens. Alors heureusement les Chinois c'est viande et pas lait, les Indiens c'est lait et pas viande. Nous c'est épouvantable. On est quand même capable de faire dans un même menu assiette de charcuterie, côte de veau normande, assiette de fromage, pour faire plus d'un heureux au fond plus d'un fromage, et des serres lactées. Mais c'est un désastre. Donc évidemment qu'il faut choisir des aliments, oui, je termine vite. Il faut choisir des aliments qui sont moins concentrés. Mais comme je l'ai dit ce matin dans mon intervention, il n'y a pas que ça. On ne peut pas affecter un nombre de kilos de gaz à effet de serre à un aliment sans regarder, comme l'a dit très bien Marc, comment cet aliment a été fabriqué. Et donc, en fonction de la manière dont on a fabriqué cet aliment, on a émis plus ou moins de gaz à effet de serre, directement ou indirectement. Par exemple, quand on met des engrais minéraux, on émet plein de gaz à effet de serre. Et on a capté plus ou moins de carbone. Donc on ne peut pas s'abstraire ni du fait de qu'est-ce qu'on mange ce soir, ni du fait que le blé, d'où vient mon pain, est-ce qu'en ce moment, ce champ-là est marron? La couleur marron est dorénavant interdite dans ce pays. Voilà, il y a du soleil aujourd'hui. Est-ce que le soleil a fixé du carbone aujourd'hui? Si la moitié du temps il ne fixe pas du soleil, on a tout faux pour le blé. Est-ce qu'il y a des haies? Voilà. Et est-ce qu'il y a des haies, par exemple? On va laisser M. Renaud. Il faut rajouter 1000 milliards d'arbres sur Terre. Et donc, il faut en mettre dans tous les champs. Chaque question, vous faites ça, on ne va pas s'en sortir. Alors, juste, je passe la parole à M. Renaud, mais je voudrais quand même une petite, par provocation, mais comme M. Parmentier, j'aime bien ça, les provocations. L'agriculture, c'est quand même pas seulement un tableau Excel d'économistes, c'est aussi, on a un rapport à la nourriture qui est culturel, qui est social. Moi, ma question, elle portait là-dessus, c'est cette réduction, est-ce qu'elle vous semble politiquement acceptable par la population? Monsieur Renaud, oui. C'est exactement sur ça que je voulais démarrer. La France a cette chance. Non, mais ça fait la synthèse, la transition. La gastronomie française est reconnue par sa diversité et par de tous ces produits qu'on peut avoir, que ce soit sur les viandes, que ce soit sur les légumes. Un certain nombre, et vous l'avez dit, M. Parmentier, un certain nombre de pays qui sont en voie de développement, effectivement, qui ont de l'alimentation aujourd'hui à base de céréales, principalement du riz, quand on vient de l'Asie. L'élévation du niveau de vie fait que ces gens regardent, effectivement, ils modifient leur alimentation et souhaitent manger de la viande. Ça fait partie de l'évolution. Comment nous, et on met en avant notre gastronomie, c'est ce que je disais en préambule, c'est par rapport à ça, c'est comment on réussit à répondre aux attentes des différents marchés, quels qu'ils soient, et comment on est plus efficient en France. Alors sur l'évolution
un certain nombre disent, et ça a été dit ce matin, de manger moins de viande rouge, de manger différemment en France. Ça, après, c'est la volonté des uns et des autres sur notre territoire, et de voir après, au sein de nos exploitations, quelles qu'elles soient, comment on peut effectivement réduire notre empreinte carbone. Et ça, il y a un certain nombre de travaux qui se réalisent sur les exploitations, dans les différents modèles. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire aussi que l'agriculture, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle est diversifiée. C'est l'addition des modèles qui fait la richesse de l'agriculture française. Et il ne faut pas opposer le biologique au conventionnel, l'élevage à la culture. Il y a une diversité dans ce pays et c'est sa richesse. Donc c'est face à ça, c'est comment on peut effectivement, dans nos exploitations, être plus résilient et dépendre moins et d'émettre moins de carbone. Oui, la gastronomie française. Chaque Français, dans sa vie, mange 9 bœufs, 33 cochons, 1200 volailles, 22 000 œufs, 32 000 litres de lait. Voilà. On se siffle un bœuf tous les 10 ans. Bon, ben c'est parfait, la gastronomie française. On multiplie ça par 10 milliards. Je veux dire, si bientôt, quand on est 10 milliards, tout le monde mange comme un Français, ça veut dire qu'il faudra nourrir 10 milliards, il faudra élever 90 milliards de bœufs, 330 milliards de cochons, 13 000 milliards de poulets. Enfin, c'est évident qu'on n'y arrivera pas. Je veux dire, même si on n'est pas spécialiste, c'est clair qu'on ne peut pas y arriver. Donc, si l'on veut, et ça me semble quand même assez normal, dire, ouais, les Africains ont bien le droit de se faire la poule au pot le dimanche. Un poulet le dimanche pour chaque famille africaine. Bon, d'accord, quand on est français, on ne peut pas refuser ça. Ben, ça suppose quand même de dire, on a déjà à peu près notre quota d'animaux sur la planète, parce que sinon, si on en demande beaucoup, la planète va exploser. Il faut absolument que ceux qui mangent trop de viande commencent à en manger moins, pour que les Africains puissent manger du poulet une fois par semaine, sans que la planète explose. Alors, ça tombe bien, on est en bonne voie. Parce que les Français, on est cartésiens. Pendant le XXe siècle, on s'est fixé sur le millésime. Dans les années 30, chaque Français mangeait 30 kg de viande, 30 kg de lait. Les années 50, 50 et 50, années 80, 80 et 80, et au sommet, en l'an 2000, on s'est chacun sifflé 100 kg de viande, 100 kg de lait. Alors évidemment, l'élevage a subi ça, et on a fait de l'élevage beaucoup plus important, beaucoup plus industriel avec une telle demande. Mais seuls les naïfs pouvaient penser que les courbes continuaient indéfiniment. Je veux dire, si les courbes continuent indéfiniment, ça veut dire qu'on mangerait 200 kg de viande dans l'an 2100, puis 300 kg de viande dans l'an 2200. Donc toute courbe est en cloche. Le sommet de la cloche, c'est l'an 2000. Parce que, une fois qu'on a gagné son pain à la sueur de son front, qu'ensuite on a été gagné son beefsteak, ensuite on a mis du beurre dans les épinards, ben, au bout d'un moment, on a vu qu'on avait plus de problèmes d'obésité, d'artériosclérose, de cancer et de diabète que de faim. On n'a plus faim en France. Et donc les gens qui étaient contre la viande commencent à être écoutés. Avant, ils n'étaient pas écoutés. Mais comme on est sevré de viande, ils commencent à être écoutés. Alors il y en a 3 races. Hein. Il y a Brigitte Bardot. C'est très cruel de faire de l'élevage. Et puis alors, les abattoirs, je ne vous dis pas, c'est très cruel. Bon. Dans les années 50, les abattoirs étaient d'une cruauté infinie, mais l'ouvrier, il s'en foutait. Il voulait manger comme le patron beefsteak frites. Il ne voulait pas entendre que les abattoirs étaient cruels. Maintenant, on commence à dire, oui, les abattoirs, quand même, c'est cruel. Ah oui, il faut tuer l'animal avant de le manger. Hein. Bon, ensuite, il y a les écolos qui disent, oui, mais le bœuf, il pète et il rote du méthane. C'est un désastre, le bœuf. Bon, mais avant, dans les années 50, on s'en foutait que le bœuf pète et rote. Et puis, il y a les diététiciens qui disent, les excès, c'est pas possible. Bon, les excès de viande, c'est beaucoup trop. Donc maintenant, les médecins nous disent, non plus, il faut prendre un produit lacté à chaque repas, mais enfin, vous commencez à faire moins de viande et moins de lait. Ça a commencé à baisser. Pour le lait, on est passé de 100 à 90, pour la viande, de 100 à 85. Donc crise, évidemment, dans l'élevage, forcément. Bon, et entre parenthèses, avec le Covid, cette pente douce, on a fait une marche. Parce que bon, les cantines et les restaurants, qu'est-ce que ça sert comme viande?
Et donc, on en a quand même mangé un peu moins. Bon, mais c'est pas fini. Il faut accélérer ce processus. À la fin des fins, moi je pense que, allez, ça va se stabiliser autour de 50 kg de viande et 50 kg de lait. Mais ça ne veut pas dire tous végétariens. Ça veut dire des choses aussi simples que si tu as mangé de la viande à midi, tu ne vas pas remanger le soir, quand même pas 14 fois par semaine. Puis dans le temps, les curés disaient la viande, mais pas le vendredi. Maintenant, les écolos disent non, mais pas le lundi. Ben, allons-y, ni le vendredi, ni le lundi. La viande 4 fois par semaine, du poisson 1 fois par semaine, les végétariens les 2 autres fois. Ben, je veux dire, c'est pas vivre comme un moine. Hein, c'est possible. Et puis, ça n'empêche pas de faire la fête de temps en temps. Et puis, moi, j'ai 73 ans. Je vais chez le boucher, je lui dis, donnez-moi une petite viande, une petite tranche. Il me dit, il y a 170 grammes, je vous les laisse. Ben, attends, 170 grammes, c'est pour 2 personnes quand on est vieux. Je veux dire, 70 grammes, c'est tout. Mais rien n'empêche de dire, oui, mais 70 grammes, mais je la veux bonne. Je la veux excellente. Hein, je veux que quasiment elle se coupe sans couteau, que ce soit tendre. Et donc, je suis prêt à payer ces 70 grammes plus cher que je ne payais les 170 avant. Donc, sans se ruiner, on peut imaginer, d'abord, on peut faire la fête de temps en temps, et deuxièmement, c'est l'imagination qui est en manque. Il n'y a rien de mieux le soir à manger qu'une soupe de légumes de saison. Je dis ça étant un homme, et je précise que c'est moi qui fais les pluches. Hein. Les hommes ont le droit aussi de faire les pluches. Bon. Et donc, il y a quand même moyen de bien vivre sans se siffler 100 kg de viande par personne et par an. Et les éleveurs peuvent survivre, puisqu'on a parlé de la viticulture, comme les viticulteurs, parce que je vous signale que dans les années 50, ça y allait sur le litron, c'était 140 litres de vin par tête de pipée par an, et aujourd'hui 40. On est passé de 140 litres de vin à 40, et le chiffre d'affaires de la viticulture n'a cessé d'augmenter. Sauf qu'au lieu de vendre le vin par litron, on le vend par 75 centilitres. Quand j'étais jeune, le litre de vin, c'était 80 centimes de francs. Maintenant, il n'y a pas moins de 3,50 € les 75 centilitres. Et on vous culpabilise en disant, enfin, quand il y a le beau-frère quand même, tu vas te payer une bouteille de vin à 8 €. Hein. Bon, et donc, cette profession a su passer massivement de la quantité à la qualité. Pensez qu'on trouve même du bon vin à Carcassonne maintenant, c'est quand même inouï pour notre génération. Voilà. Et donc, c'est à peu près la même chose pour les éleveurs. On peut continuer à faire de l'élevage uniquement sous signe de qualité. Et comme le disait Marc, on ne doit élever en France que des animaux élevés avec des végétaux français. Alors quand on dit ça en Bretagne, c'est vrai qu'il y a un petit frémissement dans l'assistance. Enfin, on a décolonisé, on a gardé l'équivalent de la superficie agricole française, 20 millions d'hectares, juste pour produire du soja, juste pour les animaux européens. Donc, je veux dire, les Européens doivent manger de la nourriture européenne, les cochons des Européens et les poulets des Européens aussi. Et c'est possible d'arriver à cet équilibre. Et cet équilibre, il est excellent pour la planète. Malheureusement, à l'échelle mondiale, il n'est pas si excellent parce qu'on mangera quand même autant de viande, parce que nous, on en mangera moins que de la bonne et de la chair. J'espère que les Africains pourront se payer la poule au pot tous les dimanches quand même. Excusez-moi, j'étais un peu comme Sur l'évolution de la consommation, effectivement, je partage. Et en fait, on a aussi dans le modèle de consommation en France, la restauration. Il y a eu l'épisode effectivement 2020 avec le confinement, l'arrêt de toute la consommation hors domicile. Mais aujourd'hui, en viande rouge, même en agriculture biologique, 60% de la viande rouge est vendue en steak haché. Et ça, c'est lié au mode de consommation en France aujourd'hui. Et vu les prix de la viande, et je confirme effectivement la montée en gamme, parce que là, il faut se différencier, il faut trouver des parts de marché avec de la viande de qualité. Les gens se rabattent régulièrement aussi sur la viande blanche, que ce soit du porc ou du poulet. Mais même, j'apprenais hier qu'effectivement, même dans les viandes blanches, poulet et dinde, aujourd'hui, les mises en élevage font plus en poulet qu'en dinde. La dinde est en train de diminuer en volume de production parce qu'elle nécessite plus de kilos de céréales ramenés au kilo de viande produit que le poulet. Et la hausse des cours qu'on connaît aujourd'hui en céréales et en soja pose un certain nombre de soucis de répercussions au prix final.
Alors sur la souveraineté aussi et l'autonomie, vous l'avez dit par rapport au soja qui est importé. Alors en France, il y a, et ça dans la réforme de la PAC, l'évolution sur l'augmentation des cultures riches en protéines. Alors, je parlais du colza, du tournesol, du pois, pardon, et aussi des févroles. Alors on a un souci sur ces cultures aussi, c'est en termes agronomiques, c'est des cultures qui ne peuvent pas revenir avant 7 à 8 ans sur les parcelles. Donc là-dessus, il faut qu'on regarde ce qu'il en est. C'est des cultures qui étaient un petit peu oubliées, donc la recherche a moins travaillé. Donc on a des variétés qui ont besoin d'évoluer, et tant en résistance par rapport aux maladies, en résistance aussi par rapport à la sécheresse, et pour améliorer les rendements. On a, alors, je suis en désaccord par rapport à l'intervention de tout à l'heure sur, effectivement, sur la production d'éthanol et d'ester. Ça, c'est le carburant, effectivement, qu'on met dans nos voitures. On roule tous, qu'on soit en voiture diesel ou en voiture essence, on a tous des carburants dans nos voitures entre 7 et 10% dans les véhicules. Par contre, il y a un coût produit de l'éthanol et du diester. Ce sont les drèches pour quand vous transformez du maïs ou de la betterave en éthanol, il y a de la drèche. Le colza, le coproduit du diester, c'est du tourteau de colza. Et là, on a amélioré, là aussi, l'alimentation locale à base de protéines dans notre pays. Après, il y a un autre débat, mais que je n'ouvrirai pas ici, c'est il y a eu à un moment donné en France, mais il y a eu des accidents sanitaires, c'était l'utilisation des farines animales issues des entreprises d'équarrissage. Là, je referme la parenthèse. Mais là-dessus aussi, c'est comment améliorer notre autonomie sur l'alimentation et le produire français. Pour rajouter juste un petit truc qui est assez peu connu, le poisson. Alors, il y en a qui disent, ce matin, je disais, il faut manger plus de poisson et moins de viande, mais pas du poisson pêché, c'est fini ça. Je veux dire, on discute un effilement pour savoir si le chalutier part une dernière fois pour prendre le dernier poisson ou s'il s'arrête à l'avant-dernier. Les pêcheurs n'ont jamais 3000 ans de retard sur les éleveurs. Ça fait 3000 ans que les éleveurs ont dit « Ah, ça me fatigue de courir derrière le sanglier si j'élevais des cochons ». Alors que le pêcheur lui dit « Mais non, ça me fait prendre l'air, je cours derrière le poisson ». Sauf que 3000 ans sont passés et il court derrière le poisson avec les technologies de l'armée américaine. Imaginez qu'on invite l'armée américaine à chasser le sanglier en forêt de Fontainebleau, est-ce que vous croyez qu'il y en aura encore? Mais c'est à peu près pareil. C'est d'autant plus vrai que malgré toutes les lois qu'on fait, il ne faut pas oublier que le gendarme est hydrofuge. Bon, le gendarme, il veut bien sortir à 10 km, mais à 800 km, il n'y est pas. Puis de toute façon, il n'a pas le droit d'intervenir à 800 km, c'est pas chez lui. Alors maintenant, il y a un nouveau truc. Donc, il faut passer massivement du poisson pêché au poisson élevé. Et entre parenthèses, c'est déjà fait. À l'échelle mondiale, on mange plus de poissons élevés que de poissons pêchés. Et un autre chiffre qui va peut-être vous étonner, on mange plus de poissons élevés que de bœufs sur Terre. Alors évidemment, les Français disent « Ah bon ?» Ben, ça ne se passe absolument pas en France. En France, on a 3500 km de côte, on a été incapable de dire il y en a 500 pour les éleveurs de poissons et 3000 pour les baigneuses. Enfin bon, c'est comme ça. Bien. Donc, la moitié du poisson élevé est chinois, 20% ensuite c'est Vietnam, Indonésie, etc. Il n'y a que 2 pays qui en font en Europe, la Grèce et la Norvège. Mais attendez, en plus on a tout faux. On élève du poisson carnivore. Tiens, par exemple, du saumon de Norvège. Qu'est-ce qu'il mange le saumon de Norvège? Il est carnivore. Il mange des sardines et des anchois. On finit les dernières anchois et dernières sardines au large du Pérou pour nourrir les derniers trucs. C'est pas bien. À terme, il faudra élever éventuellement des saumons avec des insectes, mais pas avec les derniers poissons pêchés dans la mer. Et puis alors, du point de vue des réchauffements climatiques, il y a un truc que j'ai découvert il y a 2 mois et vraiment je ne m'en suis pas encore remis. Ceux qui se battent en ce moment là autour des îles Jersey, là. Bon, allez, c'est des filets qui raclent la mer.
il racle la mer, mais c'est comme Attila.